Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. Qui va payer l'effort de défense? Le gouvernement doit trouver jusqu'à 50 milliards d'euros annuels pour financer notre réarmement, un casse-tête budgétaire sur lesquels s'est penché l'exécutif aujourd'hui à l'Élysée, tailler dans les dépenses sociales, mobiliser l'épargne, travailler plus. Les pistes ne manquent pas, mais les Français sont-ils prêts à ces sacrifices? C'est notre grand débat dans un instant avec mes invités sur ce plateau. De quoi l'affaire Betaram est-elle le nom? Notre invité franc-parler ce soir veut faire toute la lumière sur les violences en milieu scolaire, public et privé dans notre pays. Sa commission d'enquête va auditionner notamment François Bayrou la semaine prochaine. Grand entretien tout à l'heure avec l'insoumis Paul Vannier. Enfin, la question qui fâche ce soir, et si on sonorisait l'Assemblée nationale? C'est une idée du ministre en charge des relations avec le Parlement. Ouvrir tous les micros, histoire de vraiment se rendre compte du bruit dans l'hémicycle, face à face avec deux de nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde, installez-vous. C'est parti. Où trouver les milliards pour financer l'effort de guerre sans augmenter les impôts? Le niveau de nos déficits était déjà alarmant, il risque de devenir catastrophique. Le réarmement va donc exiger des dépenses de défense supplémentaires, mais de quelle ampleur précisément et qui va payer? Couper des allocations pour acheter des avions, payer la mitraille par du temps de travail? On ouvre le débat ce soir avec Thomas Gassillou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député Ensemble pour la République du Rhône, membre de la commission de la Défense à l'Assemblée, tout comme vous, Anna Pic. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député socialiste de la Manche. Bonsoir, François Gérolf. Bonsoir. Économiste à l'OFCE. Et bonsoir, Fanny Guinochet. Ravie de vous retrouver. Fanny, journaliste économique à la Tribune et à France Info, la radio. Alors, à combien précisément s'élève cet effort à faire et quelles sont les pistes sur la table? C'est dans le récap de Marco Pommier pour commencer. Bonsoir Marco. Bonsoir Myriam. Une question à 50 milliards d'euros ce soir. Comment finance-t-on le réarmement de la France? Oui, 50 milliards d'euros à trouver pour porter le budget de la Défense à 100 milliards d'ici 2030. C'est le souhait du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Mais comment allons-nous faire alors que le déficit public s'est élevé à 175 milliards d'euros en 2024 selon la Cour des comptes? Une équation impossible, vous allez me dire. Eh bien non, Emmanuel Macron semble avoir trouvé la solution. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Des réformes, du courage, des choix, mais sans augmenter les impôts, a précisé le chef de l'État, sans rien abandonner de notre modèle social, a ajouté François Bayrou, la secrétaire générale de la CFDT, n'y croit pas. Sans hausse impôts, ça ne va pas être possible. Voilà, Marie-Lise Léon qui appelle à ne pas opposer la défense et le social. Alors que faire? Eh bien, le concours Lépine est lancé. Le patronat lance un pavé dans la mare. Travailler plus avec la semaine de 36 heures. C'est la proposition choc de la CPME qui ne plaît pas du tout à la CGT. Autre petite musique qui ne plaît pas aux syndicats, l'idée que le conclave entre les partenaires sociaux sur la retraite à 64 ans n'a pas lieu d'être, un conclave dérisoire, selon Gilbert Sett, le président du Conseil d'orientation des retraites. Alors Sophie Binet est montée au créneau avec une proposition. Cette année, les dividendes des entreprises atteignent des records au plan mondial et au plan français, puisque la France est la championne d'Europe du versement des dividendes et que les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Donc s'il y a de l'argent à trouver, il faut aller là. Voilà pour la CGT. Quelles sont les pistes du gouvernement? Eh bien, François Bayrou envisageait la semaine dernière un grand emprunt national. Autrement dit, l'État contracterait des prêts non pas sur les marchés financiers, mais directement auprès des Français. Sauf que ça rajoute de la dette à la dette. Résultat, eh bien, cette piste semble écartée par le ministère de l'Économie. Mais Bercy a une autre option en tête. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée afin que effectivement les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne.
mobiliser l'épargne des Français sur la base du volontariat, hein, précisons-le. On ne va pas piquer votre argent. Alors on ne parle pas de l'épargne du livret A, cette piste semble écartée, mais plutôt de l'épargne de l'assurance vie. L'épargne retraite ou salariale pourrait aussi être concernée. L'idée, c'est de flécher cet argent vers un fonds national de défense. Le plan de bataille de Bercy sera dévoilé jeudi prochain. En attendant, place au débat. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet ce soir, Marco Pommier. Alors, je vais commencer par les deux élus, les deux députés, Thomas Gassillou. Déjà, il y a un consensus français pour augmenter le budget de la défense. Les Français le disent clairement. Sondage IFOP, d'abord 83% d'entre eux estiment que l'inquiétude est réelle. Et 2/3 des Français, d'après un sondage pour la Tribune dimanche, approuvent l'augmentation du budget de la défense. Déjà, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Non, je ne suis pas surpris. Je sais que les Français sont très attachés à leur défense, qu'ils ont compris que la défense, c'est la raison d'être de l'État et qu'on a besoin de vivre en sécurité pour ensuite avoir un fonctionnement démocratique, des politiques sociales, des politiques en matière de développement durable. C'est pour ça que j'aimerais commencer ce débat en disant, surtout, n'opposons pas les dépenses entre elles. On a besoin de tout, on a besoin d'un pays qui sait se défendre et on a besoin d'un pays qui reste soudé. Alors la question, c'est combien? Si on est tous d'accord pour dire, ou au moins 2/3, faire des efforts, monter nos efforts de défense, de combien exactement? Le ministre des Armées a dit que d'ici 5 ans, il fallait atteindre 90, il a dit au départ, puis 100 milliards de budget annuel de la défense. Aujourd'hui, 2025, il y a une loi de programmation militaire, donc il est prévu que chaque année on augmente le budget de défense. On est à 50,5 milliards, 68 en 2030, mais sauf que depuis le désengagement de Donald Trump, depuis cette menace russe plus que jamais forte, eh bien on passe en double budget. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis la guerre froide, le budget qu'on consacre à notre défense a été divisé par 2, voire par 3. C'est ce qu'on appelait les dividendes de la paix. On considérait dans les années 2000 qu'on n'avait plus de menaces existentielles à nos frontières. Donc on a baissé drastiquement nos moyens, nos capacités militaires. On a suspendu le service national. En 2017, il y avait déjà eu l'invasion russe en Crimée. Donc on a réengagé une hausse de nos budgets de défense, qui avait d'ailleurs commencé sous François Hollande, concernant notamment, suite aux attentats terroristes. On avait prévu déjà de doubler le budget de défense entre 2017 et 2030, de 32 à 65 milliards d'euros de mémoire. Et là, pour le porter grosso modo à 2%, et on s'aperçoit notamment compte tenu du désengagement américain qu'on a besoin d'aller plus loin. 1% de PIB de plus, passer à 3%. Peut-être 3%. Moi, je suis en train de rédiger un rapport justement sur notre modèle d'armée que je vais rendre en mai. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a besoin d'augmenter notre budget de défense. On doit le faire aussi en faisant en sorte que ce soit soutenable pour notre dette. Et il faut prendre en compte également nos capacités de production industrielle, puisque ce qui nous caractérise, nous, Français, c'est d'acheter du matériel français. Et il ne faudrait surtout pas augmenter massivement tout d'un coup le budget de défense. Encore faut-il pouvoir le faire, parce qu'on a de belles industries militaires, mais elles sont déjà au travail. Et donc on a à notre actif 2 points très intéressants. Un, nous, Français, depuis 1960, on a une industrie qui est propre. Et 2, on a déjà engagé notre réarmement depuis 2017. Et donc, on part avec ces 2 points extrêmement positifs. Alors, on va venir très précisément, rapidement à la question de qui va payer. C'est l'objet de ce débat. Mais je voudrais vous soumettre à nouveau le diagnostic du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il dit, en mer, pour expliquer de quoi on manque, en fait, très concrètement, on manque de 3 frégates. On a 15 frégates. Il nous en faut plus pour protéger des mers et des ports que demain, les Américains vont lâcher. Dans les airs, il nous manque une vingtaine de Rafales, avions de chasse. Et notre armée de terre, alors là, il dit carrément qu'on a besoin de davantage de frappes en profondeur, on a besoin de systèmes de renseignement, dont on a vu l'importance évidemment en Ukraine, pour intercepter les drones, et on a besoin d'accélérer sur le spatial. La députée de gauche que vous êtes, vous le partagez, ce diagnostic, vous suivez des questions de défense? D'abord, je voudrais clairement rassurer les Françaises et les Français qui, dans un sondage ELAB, me semble-t-il, pensaient que nous étions vraiment en difficulté au niveau de notre armée. Nous avons, Thomas Gassillou l'a dit, remonté nos budgets et recommencé les dépenses en capacitaire depuis 2016. Et donc, très régulièrement, nous avons évalué nos besoins au regard de la situation. Mais la donne a changé. Est-ce qu'avec la géopolitique du jour, il faut aller plus loin? Il faut certainement aller plus loin. Mais je crois qu'il ne faut pas le faire en ordre dispersé. Je crois qu'en effet, il y a d'abord à recenser les besoins, à reconstruire une base industrielle et technologique de défense européenne qui
travaillent mieux ensemble pour accélérer les cadences, parce qu'on a parlé souvent d'économie de guerre, mais nous ne sommes pas en économie de guerre. Et donc, il faut... C'est quoi une économie de guerre? Une économie de guerre, c'est quand l'économie d'un pays est tournée massivement et majoritairement vers l'effort de guerre. À 3% du PIB, ça n'est pas le cas. Pas du tout, évidemment. Même si on fait un point de plus. Par exemple, la Russie semble aller plutôt bien. Elle a un taux de croissance qui est important, mais c'est parce qu'elle a réorienté toute son économie, 40% de son budget national, vers l'économie de guerre. Donc nous, on n'en est pas là. Oui, il faut avancer, mais il faut avancer en ordre. Sur le chiffre, la députée socialiste, elle dit quoi? 100 milliards. Je pense qu'il y a aujourd'hui à savoir exactement qui fait quoi au niveau de l'Europe. Donc c'est trop tôt pour donner un chiffre? Aujourd'hui, l'Agence européenne de défense est en train d'évaluer, de travailler en intergouvernemental avec l'ensemble des États de l'Union européenne pour savoir qui fait quoi, comment on se répartit ça, quel est véritablement l'état des besoins. Où sont les besoins? Et après, on évaluera le montant. Évidemment, nous savons que nous avons la deuxième zone économique exclusive, que donc nous sommes sur tous les océans du globe. Mais par ailleurs, il faut rappeler aussi que l'OTAN n'est pas que l'outil des États-Unis. Et que cette OTAN, les 2/3 sont financés par le reste des alliés. Il y a une branche européenne dans l'OTAN qu'on peut renforcer. Il y a possibilité d'avoir une branche européenne de l'OTAN, ce qui permet finalement de mutualiser éventuellement un certain nombre de choses, et puis surtout de dire qu'on n'est pas seul partout dans le monde. Et donc, regarder les choses de manière à ne pas dire il faut, mais aussi comment. Donc pour vous, il y a un problème de méthode? Je ne dirais pas qu'il y a un problème de méthode, mais il y a bien sûr le long terme. Et lorsque l'on parle de porte-avions, lorsqu'on leur parle de sous-marins, il y a quand même une temporalité qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre. Ce qu'on peut faire très vite, c'est réorganiser les choses. Très vite, ce n'est pas si simple, évidemment, puisque c'est un sujet de souveraineté nationale aussi. Donc il faut trouver les outils, les architectures. Puis produire du militaire, ça prend du temps. Produire du militaire, mais je précise d'emblée les choses. Il y aura des arbitrages importants qui vont être donnés sur le qui va payer et sur les chiffres, les 100 milliards, mais c'est démocratique. Et ce sont, évidemment, les députés, les sénateurs qui auront le mot de la fin, puisqu'il y aura forcément des votes à faire. Je voudrais qu'on vienne dans le détail, Fanny Guidochet, où trouver l'argent. Ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement s'oriente vers la piste de l'assurance vie. Après avoir essayé le grand emprunt, il a l'air d'être écarté, le livret A a l'air d'être écarté. Expliquez-nous. En fait, il y a plus d'argent aussi sur l'assurance vie que sur le livret A ou même les livrets d'épargne populaire ou de développement durable. Donc c'est aussi le gouvernement va là où il y a de l'argent. L'idée c'est, alors on va avoir des précisions, mais c'est de mobiliser, c'est le terme qui est employé aujourd'hui par Bercy, de mobiliser cette épargne, c'est-à-dire de flécher, d'inciter les Français qui sont de gros épargnants. Mais combien on est sur les assurances vie françaises? 2000 milliards. Donc c'est vraiment des grosses sommes. Et c'est de flécher, de faire en sorte que plutôt que vous mettiez votre argent sur l'assurance vie, que vous alliez le mettre vers un fonds orienté vers la défense. Pour l'instant, on qui serait mieux rémunéré que l'assurance vie? On n'a aucun détail. Normalement, on va avoir des détails le 20 mars, donc c'est jeudi prochain. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pistes actuellement sur... mais on a l'idée de principe, en fait. Après, on va voir les modalités, mais le principe tel qu'il est évoqué aujourd'hui, au moment où on se parle par le gouvernement, c'est de faire en sorte d'essayer d'orienter un peu l'épargne des Français. Alors après, on verra le véhicule... Sur la base du volontariat, parce que trouver 50 milliards, exactement, sur la base du volontariat, en disant... C'est possible. Plutôt que de financer, de mettre de l'assurance vie sur des fonds, écoutez, venez les mettre un peu plus pour aider, pour investir du côté du réarmement. Très clair. Mais là aussi, on se pose la question de, ça va aller, en fait, cet argent de l'épargne, il va aller de quel côté? Il va aller est-ce que c'est pour faire de la production? Est-ce que c'est pour faire des dépenses militaires? Pour l'instant, c'est assez fou. Et ça, il faudra une sorte de pacte de confiance avec les Français, c'est-à-dire dire où de la démocratisation du débat. Ira l'argent, comment il sera utilisé. Vous trépignez, Thomas. Non, mais j'aimerais bien terminer. J'en sais un peu plus. Si vous en savez plus, je vous donne la parole tout de suite. J'ai la chance d'en savoir légèrement plus. À mon avis, c'est important que je le dise maintenant, parce que j'ai eu plusieurs réunions cette semaine à ce sujet. C'est pour ça qu'on vous a invité. Matignon et le ministère des Armées. Je pense qu'il faut distinguer deux natures de dépenses. Il y a les dépenses militaires qui restent des dépenses portées par l'État et financées publiquement. Et vous avez ça, c'est la commande publique. Ça, c'est la commande publique. C'est l'État qui demande à Safran, Thales, Dassault. Donc là, c'est réduction des dépenses publiques, emprunt national, dette, etc. Et vous avez une deuxième nature de dépenses, c'est le soutien qu'on peut apporter aux 2 ou 3 000 entreprises de la base industrielle et technologique de défense
pour aider à innover, à recruter, à investir. Et Alors, c'est pas clair, ça. Alors, en fait, quand vous êtes l'État, vous commandez des chars, des avions, des bateaux. Oui. Et ensuite, vous avez les entreprises de défense qui doivent produire ces chars, ces bateaux, ces avions. Et ces entreprises, pour produire ces chars, ces équipements militaires, elles ont besoin d'investir elles-mêmes. D'accord, donc elles peuvent avoir des financements privés? Exactement. Et donc, quand on parle d'assurance vie, quand on parle de livrets dédiés et réglementés, c'est pour aider ces entreprises qui ont des problèmes à la fois de trésorerie et de fonds propres. C'est en aucun cas pour aider l'État à financer donc ses dépenses en gros, militaires. ce n'est pas les Français, via leur épargne, qui vont permettre à l'État de commander et de payer. Sur de la commande, mais ça sera du soutien aux entreprises. C'est toute la difficulté. Au regard de la manière dont aujourd'hui est financée l'industrie de défense avec un axe national, effectivement, pour la défense nationale, et un autre axe à l'export, les Français d'ailleurs le disent, qu'ils sont un peu timides sur ce sujet-là, puisque, comme vous le savez, nous n'avons aucune transparence sur l'export, et contrairement à l'Allemagne, qui vote très peu de transparence sur l'export, On s'en passe de rapport. et que, contrairement à l'Allemagne, qui vote chaque chose qui est vendu à quel pays, ça n'est pas le cas en France. Et je crois que c'est justement comment faire pour que la confiance des Français soit là, si on veut vraiment réorienter vers l'investissement dans la base industrielle de défense. François Girolf, vous êtes macroéconomiste, donc il va falloir aussi de la confiance. Est-ce qu'on peut trouver 50 milliards par l'assurance vie, honnêtement? Quand on regarde les sondages, honnêtement, dernier sondage sur l'assurance vie, 58% des Français s'opposent à la mobilisation de leur épargne, même pour financer la défense au Doxa. Donc c'est pas gagné. Quand vous entendez les syndicats, la CFDT, de dire honnêtement, sans augmenter les impôts, impossible. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis assez d'accord. Et puis, comme l'a rappelé monsieur le député, il y a vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, est-ce que l'État va dépenser de l'argent? Et donc là, on est dans le déficit public qui doit être financé d'une manière ou d'une autre, ou pas d'ailleurs. On pourrait décider, si on était en dehors des règles européennes, d'avoir plus de déficit. Mais aujourd'hui, on est déjà à 6% du PIB. Et vous avez rappelé les chiffres. On devait déjà faire 110 milliards d'économies d'ici à 2029. Ça veut dire qu'on va rajouter 50 milliards d'économies à faire. C'est absolument considérable. On n'avait déjà aucune idée, pour être honnête, de comment on allait faire et remplir cet objectif. On avait déjà des doutes, pour être honnête, sur est-ce qu'on allait être capable de remplir ces objectifs. Honnêtement, avec 50 milliards de plus, c'est encore plus difficile. Et donc, je pense effectivement... Sans compter qu'il y a un conclave sur les retraites. Il y a le conclave sur les retraites. Ça vous semble, comme Gilles Berset, dérisoire aujourd'hui de penser de revenir aux 62 ans? Alors je pose la question. C'est une position qui, pour moi, est politique. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on répond effectivement aux besoins qui vont se former. Après, c'est vrai qu'on a des économies à faire et on est très fort pour annoncer des nouvelles dépenses. On est un peu moins fort pour annoncer. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle est quasi impossible, cette équation budgétaire. Franchement. Oui. Sans le levier fiscal. Vous êtes d'accord, Fanny? C'est effectivement très compliqué. Pour l'instant, je pense que Emmanuel Macron et le gouvernement ne veulent pas faire trop de vagues et trop effrayer les Français en disant il n'y aura pas de hausse d'impôts. En plus, on vient de terminer une séquence budgétaire, vous étiez bien placé pour le savoir, qui était quand même un peu compliquée pour tous les Français. Et donc, ça va aller petit à petit. Mais on ne voit pas comment ce sera possible pour garder la cohésion nationale, ou en tout cas c'est ce que veut dire Marie-Lise Léon et les autres syndicats, de faire abstraction d'un débat sur la fiscalité. À un moment, il va se poser, est-ce que ce sera une contribution exceptionnelle? Est-ce que ce sera une contribution des plus riches? Est-ce que ça va de toute façon arriver? Ça va se poser, et les oppositions vont pousser. On vous attend à pic. Pousser ce débat. Donc ce débat va avoir lieu. Ce débat, il va avoir lieu, et en plus, il y aura forcément des choses en plus à trouver. C'est-à-dire que même si on alourdit la taxation des plus riches, il faut rappeler que l'ISF, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros. On pourrait le rendre, on pourrait faire un super ISF à la limite à 20 milliards d'euros, mais aller beaucoup plus loin que ça. Je vous rappelle. Donc il va y avoir de la justice fiscale sans doute, il va y avoir un volet assurance vie, on l'a dit, mais sans doute autre chose, ça ne suffira pas, on verra les autres pistes. Mais sur la question fiscale, il y a une taxe ici qui s'appelle la taxe Zuckman, vous connaissez, c'est votre collègue économiste franco-américain qui enseigne à Paris 1 et qui au fond a prévu 2%, et elle a été votée à l'Assemblée nationale, 2% sur 1800 contribuables, les ultra riches, sur tout ce qu'ils possèdent, y compris leurs biens professionnels, ça rapporte 20 milliards. Ça se regarde. Non, ça se regarde.
Moi, je pense qu'avant même nos besoins de défense, on dépense déjà trop. On a 55% de notre PIB, un peu plus même, je crois, qui part en dépenses publiques. C'est-à-dire que quand le pays gagne 100 €, il y a plus de la moitié qui part en dépenses publiques. Donc là, vous parlez des dépenses sociales, notamment notamment des dépenses sociales. Les fondements de notre République si je prends les, se sont posés depuis 80 ans. Si je prends les grands chiffres. Sur quelles dépenses sociales on pourrait revenir pour être concret? En 1960, il y a 6% d'investissement en matière de défense. Il y a 15% de dépenses sociales. Cette année, on a diminué par 3 ce qu'on investit dans la défense, on a multiplié par 2 ce qu'on met en matière de défense sociale. C'est un très très gros poste budgétaire, le modèle social français. Mais pour ceux qui nous regardent, concrètement, c'est quoi? C'est les médicaments? C'est quoi? C'est la question des retraites? Qu'est-ce que vous voulez bouger? Concrètement, je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans la réforme de l'État et de nos dépenses. J'ai été moi-même président. Mais ça, c'est pas une mesure. C'est-à-dire qu'on peut réformer la manière dont fonctionne l'hôpital. Je pense qu'il faut assumer, et c'est l'objet de la réforme de la retraite, de travailler un peu plus. Vous savez, les Grecs déjà disaient, dans la vie, on a 2 options. Ça, c'est pas du social. Hein. C'est se reposer ou être libre. Faut être libre, voilà. Pardon, mais en l'occurrence... c'est dans les 30% des dépenses sociales. C'est vrai. Assurance chômage, on a bien compris quel était le modèle qui était choisi. On l'a parfaitement compris. Le problème, si on a les choix... C'est une opinion personnelle. C'est des pistes qui sont évoquées. Il n'y a aucun arbitrage. Bien sûr. Et celles qui sont mises en œuvre depuis 8 ans. Sauf que la réalité, c'est que nous sommes... En 2017, fin 2017, on était à 2,7% de déficit et qu'on est à 6%. Donc je veux bien que la recette soit merveilleuse, mais visiblement, elle n'apporte pas beaucoup d'argent pour investir. Donc disons-le. Pour être très clair, parce qu'on est à l'Assemblée, on a bien expliqué qu'il y aura forcément des arbitrages démocratiques. Clair, vous ne voterez pas ce genre de mesures. Il y a la nécessité d'un civisme fiscal. Effectivement, il y a eu une perte de recettes sur les très grosses entreprises et les plus riches. Alors, évidemment, ça n'a pas été à chaque fois extrêmement massif, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Nous avons perdu énormément de recettes et c'est ce qui a creusé notre déficit. Aujourd'hui, nous avons besoin d'argent, un peu de civisme fiscal de la part des plus riches. Je pense que, je n'irai pas jusqu'à du patriotisme, mais enfin... Clairement, je crois qu'il n'y a aucune raison que l'ensemble des Français travaillent 2 ans de plus pour que 1800 personnes ne payent pas 2%. Là, on revient sur cette fameuse taxe Luqman. La question fiscale, mais la question sociale, même si aujourd'hui tout le monde dit ce ne sera pas les canons et les prestations et tout ça va... Elle va se poser, parce que quand on regarde l'état des dépenses, eh bien, effectivement, aujourd'hui, on disait la défense, même si on veut s'approcher des 3% du PIB, aujourd'hui, les retraites, c'est 14%. Donc, comment vous allez demander aux actifs, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, hein, mais comment vous allez demander, même demain aux actifs, de, par exemple, reprendre la proposition de la CPME de travailler 1 heure de plus, on va y venir. Quand de l'autre côté, vous avez effectivement 17 millions de retraités qui vivent plutôt pas trop mal et qui absorbe une partie de la dépense. On continue ce débat immédiatement. Justement, la question de la contribution des retraités, elle se pose dans le débat public. Il y a beaucoup de débats, de livres sur le sujet. Les actifs portent un sac à dos trop lourd. Les retraités, eux, quand ils sont aisés, bien sûr, il faut définir des seuils, pourraient contribuer davantage. Qu'en pensent les Français? Reportage à Paris avec Clément Perrault. À quel sacrifice les Français sont-ils prêts pour financer la défense et soutenir l'Ukraine? Pour les aider, nous avons suggéré quelques pistes, à commencer par la plus simple de toutes, payer plus d'impôts. Je suis prête et j'ai déjà envoyé des fonds à l'Ukraine. Non. J'ai pas forcément envie de payer plus d'impôts, j'en paye déjà suffisamment. Après, j'entends que tout le monde est un peu dans la galère, mais je pense que la France donne déjà suffisamment. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et tout simplement, on n'est pas là pour s'occuper de la terre entière. Aujourd'hui, en tant qu'Européens, on se sent de plus en plus menacés. Donc oui, absolument, je pense qu'un effort des contribuables français est nécessaire. Alors que les retraites reviennent dans le débat public, deuxième possibilité suggérée, travailler plus longtemps. Non, non, surtout pas reculer encore plus la retraite, vraiment pas. Ce serait un cauchemar. Tout le monde n'est pas d'accord, littéralement. Les gens ont déjà beaucoup de mal à finir leur boulot et leur retraite actuellement, donc je pense que c'est une mauvaise solution de penser comme ça. Dernière suggestion adressée aux retraités, pourrait-on prendre sur leur pension? Il y a beaucoup de retraités qui ont un pouvoir d'achat assez important et donc je pense qu'ils pourraient participer à l'effort pour aider les Ukrainiens. Ils ont bénéficié de certaines aides, disons que de revalorisation qu'ont pas eu, disons que les salariés. Donc ça ne me dérangerait pas. Pourquoi les retraités? On a suffisamment travaillé, non?
Donc, et cotiser. Enfin, certains préfèrent faire leurs propres suggestions. Pourquoi pas faire un service militaire, etc., vu que je suis jeune. J'ai vu que les Allemands et les Britanniques, ils pensaient que c'était la solution pour que Poutine il n'attaque pas l'Europe et les pays baltes, etc. On peut imaginer l'idée d'un emprunt qui est à disposition de ceux qui peuvent participer à cet emprunt, oui, et qui serait remboursé avec des intérêts au bout de plusieurs années. Pas de solution miracle qui mettrait tout le monde d'accord, mais des pistes et des prises de position qui montrent bien que le sujet interpelle réellement les Français. Voilà, ils ont des suggestions à faire. Certains sont prêts à se serrer les ceintures. On a entendu des retraités, notamment. C'est un débat qui a explosé au moment du budget. Puis finalement, toutes les forces politiques, quasiment, ont dit pas touche aux retraités. Et il ne s'est rien passé. François Gérolf, votre regard. Vous disiez tout à l'heure, assurance vie, oui, mais ça ne suffira pas. Un levier fiscal et quoi d'autre ? Non, mais c'est vrai que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Donc on revient toujours à cette idée que dans un contexte où les actifs vont être mis à contribution et vont être mis très fortement à contribution, encore une fois, on parle de masse absolument gigantesque. Moi, je pense qu'il faudrait aussi ouvrir le sujet je pense que le déficit va devoir déraper. Donc, on a parlé d'un grand emprunt. Il faut rappeler qu'il y a énormément d'épargne en France. Ça, c'est la partie quand même qui est positive. Et donc, effectivement, cette épargne-là, qui a beaucoup augmenté depuis 2017, qui a augmenté de l'ordre de 3 points de PIB. Donc, ça fait 90 milliards. Donc, ça fait quand même de l'argent qui pourrait être fléché, effectivement. Qui épargne davantage en France ? Alors, ce sont les plus aisés, évidemment, qui ont bénéficié largement d'ailleurs des réformes fiscales récentes, mais ce n'est pas forcément des gens très très aisés. Les gens qui ont bénéficié, par exemple, de la suppression de la taxe d'habitation, les 20%, on va dire, c'est des gens relativement aisés qui épargnent à peu près la moitié de ce qu'on leur donne. Donc ces gens-là, effectivement, je pense qu'ils seraient d'accord pour mettre leur argent dans un livret. Et donc, mais ça suppose de relâcher les règles budgétaires qu'on se fixe. Alors ça, c'est fait. A priori, Ursula von der Leyen a dit que toutes les dépenses militaires seraient sorties des 3%. Et a priori, ça va être acté. Ça a même été acté au dernier Conseil européen. Donc le déficit militaire est hors Par contre, moi, je ne souhaite pas qu'on respecte les 3% pour faire plaisir à l'Europe. Je souhaite qu'on respecte les 3% parce que je suis attaché à la souveraineté financière de mon pays. Ça ne sert à rien d'avoir des gros chars si on n'a pas de souveraineté financière. Je pense que ce qu'il faut dire à cet instant, c'est qu'au-delà de dépenser plus, il faut déjà dépenser mieux. L'Union européenne, c'est déjà en volume quasiment la deuxième plus grosse dépense militaire du monde, derrière les États-Unis. Et on a aujourd'hui une formidable dispersion. On produit 10 ou 15 chars alors que les Américains en font 2. Idem pour les avions. On a quasiment 75% de notre dépense en matériel qui est fait en extra-européen auprès des Américains, auprès des Coréens du Sud. Alors, dans ce plan de la Commission, il y a 150 milliards d'emprunts en commun. Exactement. Et le reste, c'est au fond, chacun fait en fonction de son La France, qui n'a jamais baissé la garde, a une base industrielle et technologique de défense la plus complète d'Europe. Et donc, elle a une carte à jouer pour vendre aux Européens du matériel, ce qui aura immédiatement 2 effets. Le premier effet, diminuer le coût unitaire des matériels qu'on achète nous-mêmes. Et deuxième effet, générer des rentrées fiscales extrêmement importantes pour notre pays. Si on s'engage dans ce dialogue avec nos partenaires européens en disant « achetez chez nous et vous aurez toutes les solutions », je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à avancer sur le sujet. Pourquoi ? Parce que c'est déjà notre défaut, de dire nous avons tout ce qu'on fait, c'est parfait, c'est très bien, regardez, on a ce qu'il vous faut. Mais les Allemands, par exemple, qui achètent les F-35, en fait, les avions américains aujourd'hui ne peuvent plus le faire. On le disait tout à l'heure, on dit qu'on a une base industrielle technologique de défense européenne. Non, on ne fait pas vivre le E. On a des bases industrielles technologiques et de défense. On en a une en France. C'est très bien, mais si on veut vraiment avancer et si on veut pouvoir répondre, il va falloir réorganiser, avoir une politique industrielle européenne qui puisse préserver à la fois notre souveraineté nationale. Il y aura une part européenne, ça c'est sûr, d'argent européen. Avec l'argent de commandes et qui pourrait nous profiter parce que nous, on a des industries. Les Européens achètent du matériel américain. Parce que quand on achète du matériel, on achète surtout la protection de la personne américaine. Bien sûr, mais sans la protection, aujourd'hui, les Américains disaient « je vous assure votre sécurité, en échange, vous achetez mon matériel ». Ce qui est le plus important, au-delà de la guerre en Ukraine, c'est le désengagement américain qui fait que la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, a un rôle à jouer pour se substituer en partie à ce que faisaient les Américains. Fanny Guilchet, puisqu'on parle de notre avantage comparatif en matière d'industrie militaire et de défense, est-ce qu'il n'y a pas un effet économique aussi ?
tout simplement, sur lequel parie le gouvernement de dire, ben voilà, on va faire tourner les machines à canon, je résume ça de façon un peu grossière, et puis ça va enrichir la croissance. Ça va enrichir la croissance, mais ça ne suffira pas. Ça suffira pas. Non, ça ne suffira pas. Clairement, après, sur la position de la France en Europe, je reviens, même si vous enlevez les règles des 3% et vous mettez les dépenses militaires hors de ces règles, il n'empêche qu'aujourd'hui, sur la scène européenne, la France arrive avec un déficit de 6%. On est quand même les mauvais élèves de la classe. Donc la question de couper dans les dépenses, ou en tout cas essayer de les réduire, elle va se poser. Moi, je n'ai pas d'avis sur comment il faut les couper. Est-ce que c'est sur les dépenses sociales? Est-ce que c'est sur tel type de dépenses, la réforme de l'État ou quoi? Mais quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon plusieurs leviers. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas arriver l'année prochaine pour discuter une Europe de la défense avec un déficit qui sera de 6,5%. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, notre souci, c'est on n'arrive pas à juguler les dépenses. Forcément, puisqu'il y a déjà une barrière qui est absolument nette, c'est celle de la justice fiscale. C'est un refus catégorique. Au-delà de ça, je veux dire, la question de la justice fiscale, si on regarde la cartographie européenne, ça fait 8 ans. une chose est sûre, c'est que les autres... modèle social, je suis d'accord, mais quand les autres ont réussi à assainir leurs dépenses, c'est pas leur déficit, face à nous un modèle tel que celui de la Russie de Poutine, qui va se servir par le biais des réseaux numériques, par le biais de faire ingérence dans notre débat public en utilisant absolument toutes les conflictualités de nos démocraties. Moi, je crois que taper fort sur les services publics, on vient de le faire. Taper fort sur notre cohésion sociale, ça risque. Vous avez les lignes rouges du modèle social français et de la justice. Parce que oui, mais pour une raison très claire, c'est que je pense que ça risque véritablement de provoquer des choses qui sont extrêmement graves dans. C'est bien dit. C'est bien dit. Un tout petit mot, et je voudrais qu'on écoute Vladimir Poutine parce qu'il y a quand même beaucoup d'actu sur le front ukrainien. Dans un instant, juste François Gérolf, le temps de travail. Et voilà à nouveau ce débat qui revient. Travailler plus, 36 heures, ou faire travailler plus de monde, plus d'emplois, plus d'actifs, ça peut marcher, ça? Oui, c'est un choix politique. Alors on sait que c'est très impopulaire. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron était très impopulaire et ça va être difficile de convaincre, comme le propose Gilbert Sette, les gens de travailler jusqu'à 65, 67 et même plus. Voilà, puisqu'on ouvre ce sujet. Et bien, les 35 heures, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il faut. Alors la question, c'est est-ce qu'on augmente les salaires aussi en face? Enfin, ça risque de coûter quelque chose quand même. Je voudrais vous faire réagir pour terminer ce débat à l'actualité du jour. Je remercie nos experts, bien évidemment. C'est la réponse de Vladimir Poutine à la proposition américaine de cesser le feu. Elle était très, très attendue. Voici ce qu'a dit le chef du Kremlin aujourd'hui. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Voilà, le oui, mais de Vladimir Poutine. Thomas Gassier. Je pense qu'on veut tous la paix, donc on est tous contents de ce genre de retour. Maintenant, reste à voir quelles sont les conditions de cette paix pour que cette paix soit durable. Quelle garantie de sécurité, notamment, seront adossées? Il a ajouté qu'il ne fallait pas que l'Ukraine puisse se réarmer. Une réaction pour terminer. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si on accepte ça, on accepte que le pays agresseur considère que le pays agressé aurait mis à mal sa sécurité. Ce qui n'est pas le cas, rappelons-le, l'Ukraine, depuis 1991, avait accepté l'ensemble des conditions de la Russie, y compris son désarmement en partie, pour pouvoir justement donner la preuve de sa bonne foi. Donc si à nouveau Vladimir Poutine demande des mêmes conditions, on peut être à peu près sûr que ça va être très compliqué pour la suite. À suivre, évidemment. Merci beaucoup. On s'arrête là. Jeudi prochain, les arbitrages. Vous reviendrez, j'espère, pour pouvoir y réagir. Bonsoir Paul Vanier et merci d'être mon grand témoin. Franc-parler ce soir dans un instant pour évoquer votre commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, dans le siège bien sûr de l'affaire Betaram. Vous allez entendre les victimes, mais aussi François Bayrou, Elisabeth Borne. Et vous avez passé 3 heures ce matin au ministère de l'Éducation nationale. C'était un contrôle inopiné, comme on l'appelle, pour récupérer certains documents sur le suivi des signalements. On va en parler dans un instant, vous allez voir. C'est assez édifiant ce que vous avez trouvé et ce qui manque. Invitation signée Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite Paul Vanier, c'est parce que vous enquêtez sur les violences en milieu scolaire. Vous êtes co-rapporteur de la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires publics et privés.
Objectif, protéger les enfants et éviter une nouvelle affaire Betaram. Plus d'une centaine d'élèves ou anciens élèves ont porté plainte pour des abus sexuels et des violences dans cet établissement privé des Pyrénées-Atlantiques. Ce matin, avec votre collègue Violette Spilbout, vous avez effectué un contrôle inopiné au ministère de l'Éducation nationale. 3 heures à la recherche de documents permettant d'éclairer votre commission. Nous avons découvert qu'il n'existe pas, et c'est très étonnant, il n'existe pas de dossier Betaram. Il n'existe pas de dossier sur ces établissements dans lesquels des faits de violence systémiques documentés ont été par vos confrères révélés. Et vous soulevez d'autres failles, notamment celle de l'application Faits et Établissements, dans laquelle les directeurs font remonter les incidents. Ce manque de centralisation, de remontée dans l'application Fait Établissement nous inquiète. Et puis il y a plusieurs critères dans cette application, les critères de harcèlement, les critères d'entorse aux valeurs de la République. Et peut-être pas, on va le regarder de façon très précise, des signalements de violences d'adultes ayant autorité sur des enfants. Les auditions de votre commission d'enquête débuteront le 20 mars. D'abord les victimes, puis les administrations comme l'Éducation nationale, et enfin les responsables politiques, dont le premier d'entre eux, François Bayrou, le Premier ministre. Et bienvenue sur ce plateau, Paul Vannier. Vous allez donc enquêter sur, au fond, la manière dont l'État travaille, comment l'État contrôle les établissements scolaires publics et privés, comment les signalements remontent des rectorats au ministère et comment la prévention s'opère. Et on découvre que c'est pas forcément très brillant. Ça veut dire que vous n'allez pas vous concentrer uniquement sur le scandale de l'affaire Betaram ? Nous partons de Betaram. Nous partons de la très grave question que Betaram pose au pays. Comment tant de crimes pendant tant d'années ont-ils pu être commis dans cet établissement privé catholique sans qu'aucun service de l'État ne les détecte pour les faire cesser? Et à partir de cette question, nous allons élargir notre focale pour traiter de la situation de l'ensemble des établissements scolaires publics, privés sous contrat, privés hors contrat. Cette commission d'enquête n'existerait pas sans l'affaire Betaram. Qu'est-ce que ce scandale révèle selon vous ? Quel dysfonctionnement à ce stade de ce qu'on connaît de ce dossier? Il révèle probablement, et c'est le début de nos travaux, donc je ne veux pas préjuger de ce que nous allons découvrir, mais un angle mort dans le regard de l'éducation nationale sur ces établissements privés sous contrat. Il y en a 7500 dans notre pays, ils scolarisent 2 millions d'élèves. Un angle mort sur le regard d'une société sur la question des violences faites aux enfants, même si nous sommes dans un moment important de libération de la parole. Et c'est heureux que les victimes s'expriment et qu'elles engagent des poursuites judiciaires. Je crois que nous sommes dans un moment de bascule d'une société, d'une culture, à un monde que j'espère différent, avec ce souci de la protection des enfants. Et c'est ça qu'il s'agit d'accompagner aujourd'hui comme parlementaire, comme député. Ce mot d'angle mort, il est très fort. Est-ce que c'est un angle mort de l'époque ? Parce qu'on a pu dire que l'omerta, notamment locale, a fonctionné parce qu'à cette époque, on n'en parlait pas. Ou est-ce que c'est un angle mort d'aujourd'hui, que vous avez pu constater d'ailleurs rue de Grenelle au ministère de l'Éducation avec les documents que vous avez essayé d'avoir, ceux que vous avez eus, ceux que vous n'avez pas eus? Expliquez-nous. C'est, je crois, un angle mort d'aujourd'hui. Si je me place du côté des victimes, de celles de Betaram, elles ont pendant des décennies, pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, tenté que leurs plaintes soient reçues par la justice. Et ça n'est que depuis 2023 que, au fond, ces plaintes sont traitées, qu'un procureur se saisit. Donc c'est extrêmement récent. Si j'en crois l'expression du Premier ministre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, lorsque je l'ai interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet et qu'il a menti, qu'il a nié, je crois que oui, l'omerta, elle est encore au sommet de l'État. Et puis ce matin, oui, nous étions au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons demandé une trentaine de documents, des documents divers. Mais nous avons pu constater dans l'échange que nous avons eu notamment avec le directeur de cabinet de la ministre que, eh bien, là encore, même si des évolutions récentes peut-être doivent être signalées, eh bien, peu de choses sont faites. Il n'y a pas de centralisation, par exemple, chaque année au niveau ministériel des faits de violence commis par des adultes sur des élèves qui nous permettraient de mesurer ces phénomènes. Ça veut dire quoi, ça, très concrètement? Parce que c'est vrai qu'on se dit, les faits de violence, c'est très large. On pense au harcèlement scolaire qui est un phénomène massif dans notre pays. Ça, c'est signalé, c'est remonté. Ça veut dire que les atteintes physiques, les abus sexuels, tout ça, l'éducation considère que ça ne le regarde pas. C'est la justice, il doit y avoir des plaintes et c'est la police qui doit s'en charger? Eh bien, il y a par exemple, depuis
l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, une convention a été passée entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice, qui doit veiller à ce que, quand des plaintes sont déposées, quand les parquets sont saisis, qu'il y ait des signalements qui soient transmis aussi à l'Éducation nationale, pour veiller à ce que, si ce sont des enseignants, par exemple, qui sont visés par ces plaintes... Des adultes sur des mineurs. Exactement, les élèves, eux, soient éventuellement protégés. Eh bien, ce matin, dans l'échange, nous apprenions que cette convention, elle est au cas par cas mise en œuvre, qu'elle va dépendre au fond de réalités locales. Ça veut dire qu'il y a des signalements, mais pas partout? Ça veut dire que dans certains parquets, certaines inspections d'académie vont dialoguer et qu'ailleurs le dialogue n'existe pas et que donc l'information n'est pas transmise et que donc les services de l'État là dysfonctionnent et qu'à la fin les élèves peuvent être mis dans une situation de danger. Donc nous apercevons qu'il y a des choses qui sont engagées. Par exemple, il y a depuis 2016 une application faits et signalements. Alors expliquez-nous comment elle fonctionne. Elle permet aux chefs d'établissement de signaler des faits de violence, de tout type de violence, des violences très diverses. Et nous nous concentrons dans le cadre de la commission d'enquête sur les violences commises par des adultes sur des enfants. Je tiens à cette précision. Mais par exemple, cette application n'existe pas dans les établissements privés sous contrat. Il y a 2 millions d'élèves qui donc échappent à la possibilité. Mais comment on peut l'expliquer ça? J'ai découvert ça effectivement en lisant les dépêches sur vos débuts de travaux. L'État contrôle les établissements privés sous contrat. L'État les contrôle très mal. Et les finance. Les finance beaucoup. Ces établissements relèvent du service public de l'éducation. Mais cette application, elle n'existe pas dans le privé? Non, mais j'ai travaillé depuis moi longtemps sur les établissements privés sous contrat. L'an passé, j'ai déjà rendu une mission d'information parlementaire sur leur financement. Et je constatais à l'époque, avec un autre collègue député, Christopher Weisberg, qu'il y avait ce que des hauts fonctionnaires nous ont décrit comme une culture de l'évitement. Il y a une pression politique qui est très forte, qui s'exerce sur les recteurs, sur les inspecteurs d'académie, sur les inspecteurs qui, au fond, les dissuadent de remplir pleinement leur mission de contrôle aussi de ces établissements privés sous contrat parce qu'ils craignent d'être accusés de vouloir rouvrir la guerre scolaire. Et à la fin, cette accusation, elle conduit à une inaction et à la mise en danger d'enfants. C'est inacceptable. Vous avez pu en parler avec Elisabeth Borne, je sais que vous allez l'auditionner. Ce matin, non, nous n'avons pas échangé avec elle, mais oui, nous prévoyons de l'auditionner et il y aura beaucoup de questions à poser à Mme Borne. Oui, ça veut dire quoi, au fond, cette absence, cette abdication? Ça ne veut pas dire que rien n'est fait en matière de contrôle de prévention sur les violences dans le privé. On soit bien d'accord, hein, c'est pas ça. L'État regarde quand même ce qui se passe. Très mal. Et il y a là, ce sont des données de départ. Je le dis, ce ne sont pas des a priori de ma part, mais quand il y a 5 fois moins d'inspections administratives, celles qui permettent d'avoir un regard transversal sur la vie de l'établissement dans les établissements privés sous contrat par rapport aux établissements publics. Or, beaucoup des phénomènes de violence qui sont décrits aujourd'hui par des victimes qui prennent la parole se passent dans ces établissements privés sous contrat. Pas seulement, il y a aussi des phénomènes dans les écoles publiques, mais on voit qu'il y a là manifestement un traitement inégal entre le public et le privé, aussi au sein des établissements privés, parce que certains de ces établissements privés, eux, sont criblés de contrôle. Je pense aux établissements musulmans. Jusqu'à d'ailleurs que leur contrat soit cassé, c'est très récent, le lycée Al-Kindi, sous contrat, le lycée Al-Kindi dans le Rhône, le lycée Averroès il y a quelques mois à Lille. Ces établissements, 5-6 contrôles par an, à Bétarame, aucun contrôle pendant 30 ans. Voilà des données de départ. Vous allez vous concentrer sur l'enseignement catholique ou vous allez vraiment essayer d'expertiser l'ensemble du privé religieux? Le spectre est complet, public, privé sous contrat, privé hors contrat. Et puis je dois vous dire une chose, moi je suis attaché à la laïcité de l'État et je ne reconnais que des établissements privés sous contrat à caractère propre. C'est comme ça que la loi Debré les définit. Ensuite, eux-mêmes vont se revendiquer de l'appartenance à un réseau religieux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un regard très transversal avec un objectif, empêcher d'autres Bétarames, protéger tous les élèves. Stanislas ? Oui. Traitement particulier de cette commission d'enquête. On se souvient d'enquêtes de presse qui avaient montré de l'homophobie dans cet établissement. Est-ce que vous allez les recevoir ? Nous allons nous intéresser, nous avons d'ailleurs ce matin demandé des documents relatifs à la situation de Stanislas, parce qu'il y a eu une inspection générale, pour le coup, dans cet établissement, qui dit homophobie systémique, qui dit atteinte à la liberté de conscience des élèves, qui dit que les programmes ne sont pas entièrement dispensés, notamment ceux de SVT, relatifs à la contraception. C'est-à-dire que le contrat d'association est entièrement piétiné par cet établissement, et pourtant, son contrat n'est pas rompu. Ce n'est pas une commission d'enquête contre le privé sous contrat. Vous savez que vous allez au-devant de ces critiques-là. La commission qui va raviver la guerre scolaire, le privé sous contrat a toute sa place dans notre pays. Oui, et d'ailleurs, ça n'est même pas question de l'admettre. C'est-à-dire que je ne défends pas politiquement sa disparition. Et c'est moi-même qui, proposant la création de cette commission d'enquête, dans le débat avec mes collègues, ai fait évoluer son périmètre pour que tous les établissements scolaires soient... toutes les situations soient questionnées. Et je me soucie, moi, du sort des élèves, quel que soit
la nature de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Je le redis, public, privé, sous contrat, privé, hors contrat. Il va falloir tout regarder pour garantir le droit des enfants partout dans notre pays. Vous allez recevoir aussi François Bayrou. Oui. Cette audition va être extrêmement regardée. Vous ne serez pas l'inquisiteur de service vis-à-vis du Premier ministre. Je poserai des questions sans concession. Il n'est pas soumis à la justice. Il y a une enquête en cours. Le tribunal de Pau travaille sur ces centaines de plaintes. Comment vous allez essayer de l'auditionner, de le questionner, le mettre sur le grill? Comme un député qui fait son travail de député, j'ai la prérogative, avec mes collègues, de contrôler l'action de l'exécutif, et c'est bien mon intention. Et donc, je lui poserai des questions sans concession, des questions précises, des questions nombreuses. Monsieur Bayrou sera libre d'y répondre comme il l'entend, même s'il sera auditionné dans des conditions particulières, celles du serment et celles de la perspective, s'il choisissait de mentir devant notre commission, d'être poursuivi. Et ces poursuites pénales sont Vous restez convaincu dans cette circonstance. Je suis absolument convaincu. D'une certaine manière coupable de ne pas avoir Je ne suis pas juge. parlé ou agi. En tout cas, la chronologie très précise, établie par beaucoup de vos confrères qui depuis longtemps travaillent sur l'affaire Betaram, contredit entièrement les déclarations de M. Bayrou. M. Bayrou lui-même se contredit en ayant fait changer à 4 reprises déjà sa version des faits. Il me paraît évident que M. Bayrou savait, pire, qu'il n'a rien fait, alors que comme ministre de l'Éducation, comme président du conseil départemental, chargé de la protection de l'enfance, il avait les moyens d'agir pour faire cesser ces violences pédocriminelles et protéger les élèves. Et il a choisi de mentir aux députés pour dissimuler cette inaction. C'est très très grave. Et donc évidemment que je l'interrogerai sur ces différentes déclarations. Violette Spilbou fait partie du camp macroniste, députée Ensemble pour la République. Elle est votre co-rapporteur. On peut travailler avec l'opposition et vice-versa? Mais oui, très bien. Et d'ailleurs, pour moi, ça n'est pas la première fois. Et vous savez, je ne veux pas parler à sa place, mais je crois qu'elle et moi, nous avons la volonté d'agir encore une fois comme députés, comme parlementaires, d'exercer des missions de contrôle, les prérogatives entièrement d'une commission d'enquête. Nous travaillons, je veux le redire, sans a priori, mais avec détermination, dans toutes les directions, avec un sens des responsabilités, parce que beaucoup de gens, de victimes, nous regardent et attendent de nous. Et donc, c'est ainsi que, dans cet état d'esprit... Et M. Ecker, le collectif qui représente le collectif des victimes de Betaram, sera la première personne que vous allez auditionner. C'est ma dernière question, Paul Vannier. Forcément, vous imaginez que je vais vous la poser. Cette affiche de Cyril Hanouna, grimaçant en noir et blanc, qui a été qualifiée par beaucoup de responsables, d'internautes, de citoyens, d'antisémites, ou en tout cas de récupération des stigmates, de l'esthétique des années 30 ou même nazie. Vous l'assumez? Je constate... Vous l'avez retiré? Nous l'avons retiré. C'est déjà peut-être un premier élément de réponse, mais je constate surtout que les mêmes discutaient, péroraient sur la qualification du geste nazi d'Elon Musk pour non, mais là, je le vous interroge relativiser. sur cette affiche. Répondez-moi sur Cyril Hanouna et la manière dont vous avez et je sais d'où ces attaques viennent, de l'extrême droite. Pour une bonne part. Mais vous regrettez sa publication puisqu'elle a été retirée? Je ne regrette rien de mes engagements, ils sont antiracistes. Cette affiche-là, mes engagements et ceux de la France Insoumise sont antiracistes. C'est pas ma question, c'est le visuel. C'est le visuel. Est-ce qu'il était approprié? Et la lutte contre l'antisémitisme est un combat de notre présent, il est indispensable. Et d'ailleurs, nous marcherons le 22 mars. Vous l'auriez validé, contre le racisme, contre l'extrême droite, contre l'antisémitisme. J'appelle toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce mot d'ordre fraternel et républicain à nous rejoindre le 22 mars. C'est dit, le 22 mars, antiracisme, il fallait la retirer, cette affiche. Je vous l'ai dit, nous sommes du camp de l'antiracisme. Vous me répondez et pas. je vous réponds parfaitement, mais si vous voulez, je ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Je vois ça. Non, mais elle est très simple, cette question. Et elle est très, si je vous réponds très simplement. Si votre parti a décidé de la retirer, c'est qu'elle était nous l'avons pas retirée. Forcément... Nous avons retiré cette affiche. Vous estimez que c'était important de le faire? Nous avons retiré cette affiche et je redis le sens très profond de notre engagement antiraciste et contre toutes les formes de racisme. Et vous nous trouverez toujours dans ce camp-là. Merci beaucoup. Merci Paul Vannier d'être venu répondre à mes questions sur le plateau d'LCP. Tout de suite, la question qui fâche. On va parler des micros, on va parler du bruit dans l'hémicycle et on va encore parler des insoumis. C'est tout de suite avec nos invités. Une question qui fâche ce soir avec à la fois un député insoumis, Mathias Tavel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, député LFI de Loire-Atlantique, et ma consoeur d'LCP, bonsoir Elsa Mondingava. Bonsoir. Qui est aux manettes de l'émission maintenant que vous suivez avec attention, j'espère, tous les mardis et tous les mercredis, avant et après les questions au gouvernement. Je suis sûre que vous l'avez deviné. Qu'est-ce qu'on entend? Qui on entend le plus et le plus fort dans l'hémicycle? Voici la question qui fâche ce soir.
La question qui fâche ce soir fait beaucoup de bruit. S'il vous plaît, un peu de calme, mes chers collègues. Non, monsieur Servat, c'est une invective, on ne s'entend pas. Quelle belle vision vous donnez cette assemblée. Chers collègues. L'hémicycle, entre hurlements, huées et claquements de pupitres. On est monté jusqu'à 80 décibels, ce qui est le double de la moyenne. Silence! Des engagements présidentiels clairs. clairs. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle. Une cacophonie, mais aussi des invectives et des propos qui ne sont pas forcément entendus par les téléspectateurs. Je sais bien que ça n'est pas l'habitude, mais je voudrais vous conseiller qu'il est inutile de créer parce que les micros sont coupés et qu'on ne vous entend pas. Alors certains ont une idée. Il ne faut pas sonoriser tout le temps. Vous sonorisez pendant un quart d'heure, vous télévisez le bruit qu'il y a dans l'hémicycle, les Français s'en rendent compte, et ils auront tellement honte de leurs députés qu'immédiatement ils iront les sermonner. Plus de micros ouverts pour plus de transparence. Alors la question qui fâche ce soir, doit-on tout entendre dans l'hémicycle ? Elsa Mondin-Gava, c'est vrai que cette question du bruit dans l'hémicycle est devenue un véritable sujet. Et ça fait plusieurs mois qu'on en parle, au point qu'un ministre s'en empare. Oui, exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, ça je pense qu'on sera tous d'accord, c'est pas du tout la même chose de vivre une séance dans l'hémicycle que de la regarder à la télévision. Nos téléspectateurs doivent s'en rendre compte. Doivent le savoir, effectivement, dans l'hémicycle, on entend beaucoup plus les invectives, on entend parfois très peu les gens qui sont à la tribune, qui s'expriment, alors que quand c'est retransmis à la télévision, le micro, on a vraiment le micro ouvert de celui qui parle, pas d'autres micros vraiment à côté. Donc c'est pour ça que la proposition de Patrick Mignola part du constat que, d'après lui, il y a un décalage entre ce qui est vécu dans l'hémicycle et ce qui peut être perçu. Évidemment, il y a des visées politiques, et Madia Stavel le dira aussi, mais l'idée, c'est de dire, c'est édulcoré un peu à la télé. L'idée, c'est de prendre à témoin les Français en leur disant, mais regardez le niveau des décibels, ou c'est de dire, au fond, si on permet de se rendre compte du niveau sonore, eh bien, les députés vont cesser de vociférer. Ce qu'ils veulent très sincèrement, et ça s'adresse particulièrement aux Insoumis, c'est que les gens se rendent compte, puisque là, il y a un brouhaha qui est un peu généralisé, on voit mal d'où ça vient. Ce que le gouvernement, Patrick Mignola, veut, c'est de dire aux Insoumis, il faut qu'on filme, qu'on voit que les Insoumis, ce sont eux qui parlent fort, ce sont eux qui invectivent, et que leur électorat, après, leur en fasse le reproche. Le bruit et la fureur. Après, ça a même été théorisé par Jean-Luc Mélenchon, Matthias Stavel, ce bruit, ce brouhaha, ce niveau sonore organisé collectivement avec, on l'avait vu d'ailleurs avec Paul Vannier, là, qui était très calme, mais qui fait partie aussi des voix fortes de votre groupe. Vous l'assumez ? Mais bien sûr qu'on assume d'être une voix de protestation dans l'hémicycle. Sonore. Mais de protestation d'une manière générale. Oui, non, mais la protestation sonore. Mais oui, mais parle de ça. Avec les moyens qui sont à notre disposition. Mais quand même, d'abord, je veux rappeler qu'il n'y a pas que les Insoumis. On l'a vu sur vos images, ça commençait par des députés du Rassemblement national. Vous avez un député du groupe Lyot. On a eu encore récemment un député Modem qui a failli en venir aux mains avec d'autres collègues. Donc, s'il vous plaît, l'accusation contre les Insoumis... Les images parlent d'elles-mêmes, vous n'êtes pas les seuls. C'est bien ou c'est pas bien, ce bruit? C'est bien ou c'est pas bien? Attendez, qui pose la question? C'est moi qui la pose. Non, c'est le ministre. C'est un ministre, c'est-à-dire le gouvernement qui demande au Parlement de se taire. C'est quand même ça la leçon principale. Se taire et parler un peu moins fort, c'est pas la même chose. Oui, mais on sait bien que leur problème, c'est de se taire, parce que de toute façon... Moi, ça fait 3 ans que je suis député, je n'ai pas eu le droit de voter un budget, il y a 49.3 à chaque fois. Quand on veut voter sur les retraites, il y a 49.3, ou alors il y a obstruction pour pas qu'on arrive au vote. Donc, en fait, il nous reste essentiellement la protestation par la parole. Parlementaire, parler, c'est aussi notre fonction. Bien sûr. Si on nous donne du pouvoir, alors nous aurons l'occasion de l'exercer et sans doute aurons-nous l'occasion d'exprimer par des votes ce que nous avons autrement la seule possibilité d'exprimer parlementer, exister, utiliser cette tribune, c'est une chose. Parler fort, crier, créer des coups d'éclat. Vous en avez même le talent, parce que c'est un talent, tout le monde ne sait pas spectaculariser une parole publique et politique. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Mais ça dépend des moments. D'abord, vous êtes des observatrices très fines, vous savez que le Parlement, ça n'est pas seulement ces images. On ne va pas passer en revue toute la semaine, mais entre le foncier agricole, la gestion de l'eau dans les communes, hier le débat sur l'Ukraine ou autre, vous avez l'essentiel des moments sont des moments de débat politique, fin, mais vous tranquille, un peu animé, mais que ce sont ces coups d'éclat qu'on retient mais bien sûr. Non, mais je veux dire ça pour nos téléspectateurs. Il ne faudrait pas réduire
parce que c'est la volonté du gouvernement et des macronistes, faire croire que le Parlement n'est que ce moment parfois d'agitation. Non, nous travaillons sérieusement, parfois d'ailleurs dans l'indifférence médiatique. Plus les sujets sont sérieux, moins les médias s'y intéressent, je le sais, parce que quand on parle des questions d'énergie renouvelable ou d'industrie, là, bizarrement, personne... Mais alors, pour revenir sur le fond, s'intéresse à tous les sujets. Sur le fond. Qu'est-ce que vous répondez à Mignola, Patrick Mignola? Vous lui dites chiche, mettez-moi les micros, mettez-les-moi partout, et on verra bien à quoi ça ressemble en vrai. Vous lui dites oui ou non? Non, je lui dis non. Ah. Je lui dis, parce que d'abord, le téléspectateur n'y gagnerait rien, il a plutôt intérêt à entendre l'orateur, c'est ça qui est quand même le plus intéressant, et que pour le reste, nous avons toujours eu dans l'Assemblée des moments de protestation. Enfin, il y a quelques jours... Donc c'est un piège qu'il vous tend. Au moment où Jean-Louis Debré est décédé, tout le monde a ressorti cette phrase où il disait « on n'est pas là pour boire le thé ». C'est normal que les tensions qu'il y a dans la société s'expriment dans l'Assemblée. Mais que M. Mignola déjà s'occupe de ses affaires, qu'il propose de mettre des micros au Conseil des ministres, puisqu'il est ministre, et qu'il laisse le Parlement s'occuper du Parlement. Il n'outrepasse son rôle, j'ai l'impression. C'est ce que vous pensez. Elsa Mondingava, c'est vrai que c'est un ministre, c'est l'exécutif. Donc Patrick Mignola, il est allé voir avec son idée de sonorisation Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Que lui a-t-elle répondu? Dès qu'il a proposé cette idée, il a bien dit que la prérogative revenait à Yaël Braun-Pivet, qui n'est pas du tout fan de cette idée, qui pense que ça n'apporterait pas grand-chose, qui dit qu'on pourrait capter des discussions qu'on n'a pas à capter, puisque c'est vrai que les députés ont le droit de parler entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente de l'Assemblée, je trouve, a un peu évolué sur la question. Alors attention, il y a la question du bruit, il y a la question des insultes. Et les insultes, on peut les mettre à part. Ça, c'est vraiment, ça peut causer des rappels à l'ordre, avec inscription au procès-verbal. Mais sur le bruit, ce qu'elle expliquait récemment lors de ses vœux, par exemple, c'est que l'hémicycle a été construit aussi de cette façon à ce que l'orateur puisse être entendu sans micro. À l'époque où il a été construit, c'est un hémicycle où le bruit descend. Donc elle n'est pas forcément favorable à faire tout ça, même si on sait qu'il y a aussi des capteurs dans l'Assemblée de son. La vice-présidente de l'Assemblée, Naïma Mouchou, un jour avait demandé à faire mesurer le niveau de décibels, un niveau de décibels qui était très haut, et certains députés nous disent, là, indifféremment de leur couleur politique, que c'est parfois des conditions qui peuvent être très désagréables. Alors, évidemment, les députés ne vont pas dire sur un plateau de télé qu'ils ont droit à des points de pénibilité parce qu'ils assistent dans l'hémicycle. Voilà, je pense que le téléspectateur et leurs électeurs ne comprendraient pas. Mais c'est vrai qu'il y a un bruit permanent qui peut aussi créer parfois des désagréments quand on s'entend très mal et c'est difficile. Autre argument là du gouvernement de Patrick Mignola, c'est de dire en fait parfois ce bruit provoque des réactions chez celui qui parle, qui du coup s'interrompt puisqu'il est invectivé. Mais ça, le téléspectateur l'entend pas forcément. Donc en fait, il y a un jeu de réponse. On l'a vu dans l'extrait de Maïté Frémont. François Bayrou dit « on vous entend pas », mais il s'interrompt 10 fois pour dire « criez pas, on vous entend pas, donc on crie pas ». Mais au fond, ce serait presque plus lisible, tous ces échanges, si on avait les micros ouverts, non ? Non, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important... On comprendrait mieux, au fond, le citoyen qui s'intéresse à la chose publique, à la vie dans l'hémicycle, comprendrait ce qui se passe, vraiment. Mais il ira lire le compte-rendu des Ils débats. sont très détaillés, les comptes rendus. On voit les invectives. Twitter qui même en ont fait une petite profession humoristique. Vous avez des députés qui sortent régulièrement leur téléphone portable, alors que c'est interdit, pour filmer les séances comme ça, un peu musclées sur les bancs? On le fait quand vraiment on pense que ça peut servir après, notamment la dernière fois, l'altercation avec M. Turquois, député du MoDem, donc du parti de M. Mignola, qui avait lieu pendant une suspension de séance, donc à un moment où les caméras ne filment pas. Vous voyez que parfois ça permet aussi de prendre à témoin l'opinion de ce qu'ils ne voient pas, les citoyens, devant leur poste sur LCP. Vraiment, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il y a ce niveau de tension parfois dans l'hémicycle. D'abord, dire que ce n'est pas le cas tout le temps et que le Parlement travail, que les députés font leur travail sérieusement, consciencieusement, et qu'il ne faut pas céder à cette critique un peu anti-parlementaire de dire que nous ne serions là que pour créer du désordre. Ce n'est pas vrai, nous sommes là pour travailler et nous le faisons. Et ensuite, il faut comprendre que quand vous êtes député, dans une situation où il n'y a pas de majorité absolue, où le pouvoir impose par la force des premiers ministres, des budgets, des réformes des retraites, et où le Parlement a ce sentiment d'être dépossédés du pouvoir dont les citoyens l'ont investi, eh bien, les députés que nous sommes se font les porte-parole de cette colère et de cette frustration. Je vais vous dire franchement, M. Tavel, moi je ne comprends pas pourquoi vous n'assumez pas, au fond, si vous dites que c'est votre rôle de protester, de parlementer, de saisir véritablement les Français à témoin, en quoi vous seriez plus gêné qu'on vous entende davantage? On voit bien qu'on vous entend, mais de façon un peu plus juste. C'est vrai qu'il n'y a pas une contradiction dans la manière dont vous refusez les micros ouverts?
Mais non, mais enfin, vous voulez ouvrir les micros, on peut aussi, quand vous diffusez un match de foot, vous mettez pas le micro dans les tribunes, parce que sinon vous n'entendez plus le commentaire, vous n'entendez plus l'arbitre quand il explique la faute. Donc il y a un moment, il faut aussi être intelligible pour le téléspectateur. Enfin, les Français se retournent contre vous, surtout. Mais non, je pense qu'il y a une volonté de faire croire que le Parlement en général et la gauche en particulier aurait la responsabilité du désordre démocratique du pays. C'est clair. En tout cas, vous avez vu, vous avez la présidente de l'Assemblée plutôt de votre côté. Macron. Qui, quand même, réunit les présidents. Il y aura un changement finalement. Alors, elle réunit quand même les présidents de groupe la semaine prochaine pour avoir une réflexion sur le bruit, les invectives, les insultes. Il y a le niveau sonore, mais il y a aussi le respect dont les députés se doivent. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de public parfois qui assiste à ces séances de questions au gouvernement ou aux séances. Il y a des jeunes, donc il faut peut-être s'interroger sur l'image. L'exemplarité en politique. Exactement, mais effectivement, c'est sur tous les bancs, puisqu'on voit qu'il y a des dérapages partout. On suivra ça, mais on voulait s'y arrêter. En tout cas, cette idée n'a pas l'air d'être particulièrement d'actualité. Affaire à suivre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Pour la voir, la revoir, la chaîne YouTube d'LCP, le podcast désormais de Ça vous regarde. Très belle soirée. À demain.